De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du balado Les ailes de l'avenir, de la botte à cap au talon haut. Aujourd'hui, je reçois Audrey, alias Lady Black Ice. On plonge dans l'univers électrisant de la musique avec cette artiste qui fait vibrer les scènes du Québec. Originaire de la Rive-Sud, Audrey est une DJ et productrice musicale qui a su imposer son style unique au fil des années. De soirées privées au grand festival, en passant par une performance mémorable en ouverture de Kid Cudi, son parcours est aussi impressionnant qu'inspirant. Avec des diplômes de la DJ School of Montreal, un bac en musique de McGill et une maîtrise du Berklee College of Music, Audrey ne laisse rien au hasard pour perfectionner son art. Aujourd'hui, elle enflamme les platines du Casino de Montréal, du Grand Prix du Canada et des Chutes du Niagara, tout en visant la scène internationale. Bonjour Audrey, bienvenue au balado. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment très excitant cette entrevue parce que c'est la première fois qu'on reçoit une artiste en fait dans cette saison. Donc, on a bien hâte de te découvrir, Audrey. Pour commencer, en fait, qui es-tu? Alors, on peut parler de la femme, de l'artiste. Est-ce qu'elle se complète? Bien hâte de savoir. Oui, tout à fait. C'est toujours un challenge en tant qu'artiste, parfois, de se défaire de notre alter ego, si on veut, pour moi, qui est Lady Black Ice, et de Audrey, la personne que je suis. Je trouve qu'elle se complète bien parce que Audrey, à la base, c'était une personne très introvertie. Fut un temps que j'avais de la misère à faire des eye contact, comme j'aurais jamais pu te parler, te regarder dans les yeux comme en ce moment. Mais Lady Black Ice, c'est comme mon alter ego que je me suis créé, qui est la bête de scène qu'on peut voir dans des festivals, dans des spectacles et tout ça. Donc, je trouve que ça m'a apporté un certain côté à m'extérioriser, à être créative aussi dans mon art. Donc, je trouve que c'est deux femmes, si on veut, qui arrivent à se compléter. C'est souvent ça, hein? L'art permet vraiment à la personne de sortir, en fait, de sa personnalité puis d'aller recréer un univers autre et qui permet, en fait, de faire briller certaines facettes qu'on a, mais qu'on a de la misère à faire ressortir. Et pour t'avoir déjà vu en spectacle, oui, c'est vrai, tu es dynamique, tu bouges, tu danses, c'est vraiment très, très pétillant. Merci, mais tout à fait. C'est ça, je m'en allais dire, c'est exactement, tu as mis le doigt dessus. Donc. On va retracer ton parcours ensemble. Donc, Audrey, la petite fille, d'où elle vient? Ben moi, en fait, étonnamment, je suis une petite fille de la campagne. Donc, j'ai grandi sur une ferme maraîchère de la Montérégie, dans un petit village, là, pas beaucoup d'habitants. Donc, j'ai grandi sur la ferme. J'ai travaillé sur la ferme très longtemps. On n'élevait pas des animaux. Nous, c'était des fruits et légumes, en fait, qu'on fait pousser. Donc, ferme familiale, donc avec mon père, mon frère, vraiment toute la famille était là-dedans. La musique est arrivée plus tard dans ma vie, je te dirais vers l'âge quand même assez jeune. Là. Mes parents m'ont fait prendre des cours de piano vers l'âge de 3 ans. Ah oui, quand même. Aussitôt que j'ai commencé un petit peu la maternelle, ben, on a vu que j'étais pas très à l'écoute, un petit TDAH ici et là. Donc, j'avais des gros problèmes, des gros déficits d'attention. J'avais pas des bonnes notes à l'école, au primaire. Ça s'est décelé assez rapidement. Donc, il y a quelqu'un de la famille qui a dit, écoute, ça prendrait quelque chose, ils ont dit ça à ma mère, à mon père, ça lui prendrait une activité extracurriculaire là, pour l'école, parascolaire, quelque chose, soit un sport ou soit une discipline artistique pour qu'elle puisse s'exprimer, puis peut-être que ça reflète ensuite que ça, comment dire, toutes les compétences qu'elle va acquérir dans cette discipline-là. Va se déposer dans le milieu. Exactement, que ça va venir se transposer dans le milieu académique. Donc, ça a été la musique pour moi. Fait que ça a commencé des cours de chant vers l'âge de 7 ans, formation très classique à la base. Ensuite, je suis rentrée au secondaire. J'ai voulu un petit peu explorer l'univers musical. Je commençais un petit peu à me fatiguer du classique. Là. C'était de l'opéra. Au piano aussi, c'était vraiment du gros répertoire classique. Mais j'ai voulu explorer un petit peu plus le rock, le blues. Par la suite, je suis rentrée au cégep. J'ai fait une technique en chant jazz à Saint-Laurent. Là, j'ai vraiment pu explorer plein de styles différents. Ma vision, mon approche de la musique a complètement été changée. Donc, j'ai commencé avec du jazz, du R&B, du country. J'ai commencé à toucher à vraiment plusieurs choses. Mais
pendant que j'étais au cégep, est arrivé le fameux printemps érable, donc la grosse grève des carrés rouges. Et moi, étant une personne très hyperactive, rester à rien faire à la maison pendant 8 mois, c'est pas mon genre. Donc, à un moment donné, ben, ma mère a vu dans le Journal de Montréal, il y avait une annonce, DJ School Montréal. Elle dit, écoute, t'as toujours aimé ça un petit peu, le DJing. Ça, c'était au secondaire. J'avais un professeur à un moment donné qui voulait nous engager, les élèves, pour faire les danses de l'école, les danses qui allaient financer les activités scolaires, les voyages pour les élèves et tout ça. Donc, c'était un petit dada au secondaire, mais j'avais jamais vraiment pris ça plus sérieusement qu'il faut. Donc, tu avais quand même déjà commencé à toucher les platines, comme on dit. Exact, mais honnêtement, c'était très de base. Là. Je pense qu'un iPod Play Pause Forward devait faire une meilleure job que moi à l'époque. Là. J'avais aucune notion des transitions et toute la technicalité du DJing. Mais c'est ça, fait qu'elle elle a vu l'annonce dans le Journal de Montréal, DJ School Montréal. Elle dit, écoute, on va essayer d'aller prendre 1 ou 2 cours, voir si t'aimes ça, puis on verra pour la suite. Évidemment, moi, j'arrive là-bas, écoute, toute pétillante, là, je suis ressortie de mon premier cours et j'ai tout de suite accroché. Fait que j'ai vraiment pu approfondir mes connaissances sur le DJing là-bas. Fait que j'ai vraiment fait tous les niveaux que je pouvais faire à l'époque. J'ai commencé un petit peu la production, mais le DJing, c'est plus ça qui m'a accroché. Par la suite, aussitôt que j'ai gradué de DJ School, je suis rentrée dans l'événementiel. Fait qu'à l'époque, ma meilleure amie, son père, en tout cas, une histoire, l'ami d'un ami connaissait quelqu'un qui avait une compagnie d'événementiel qui faisait des mariages, des parties de Noël, ce genre de choses. Puis on m'a référé, on me dit, écoute, je connais une fille qui vient de graduer d'une école de DJ, elle aimerait ça commencer dans le milieu, fait que ça te tenterait-tu de l'essayer? Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu avais commencé à t'équiper à la maison? Est-ce que tu avais acheté un contrôleur? Ouais. Comment tu t'étais organisée chez toi? Oui, très bonne question. Aussitôt que j'ai gradué de DJ School, là, je m'étais acheté un contrôleur. Fait que j'avais mon ordinateur, mon contrôleur, des petites choses. J'étais déjà dans la musique de toute façon, vu que j'étais au cégep aussi. Donc, j'avais quelques petits équipements, des speakers. En tant que chanteuse aussi, j'avais un ampli, un micro, des petites choses à la maison. Mais c'est sûr que plus j'ai accroché dans le milieu, j'ai commencé à faire des mariages et tout, là, j'ai commencé à vraiment bien m'équiper, acheter des systèmes de son, des subwoofers, des haut-parleurs, des éclairages, pour vraiment être indépendante. Vu que je faisais pas mal ce qu'on appelle de la disco mobile, entre guillemets. Donc, j'ai vraiment acheté mes équipements. J'ai commencé à faire des contrats avec eux. Au début, ils me paieraient toujours avec soit un animateur ou un DJ pour un peu superviser les opérations. Tu sais, si, je veux dire, j'étais une jeune DJ, j'avais jamais joué devant une foule. Donc, je pense que c'était aussi te mettre en confiance, parce qu'un mariage, ça peut faire peur. Hein? C'est quand même de longues heures d'animation, d'animation musicale dans ton cas, mais aussi de pouvoir répondre à la demande. On s'entend qu'un mariage, c'est faut faire plaisir aux mariés, puis des fois, les demandes peuvent être un petit peu plus touché, comme on dit. Exact. Donc, sûrement que ce pairage-là était pour te mettre en confiance aussi. Tout à fait. Puis, étonnamment, le DJ avec qui on m'avait mis, au début, l'entente était que j'allais juste prendre, dans le fond, le pouvoir musical, le contrôle pendant 1 heure. Ça a fini qu'il m'a laissé rouler toute la soirée. Les clients avaient bien apprécié mon service, mais lui aussi était très étonné. Fait que j'ai eu un petit peu du coaching ensuite. J'ai été très chanceuse d'avoir des bons mentors qui sont arrivés un petit peu au fur et à mesure de mon parcours. Donc, le DJ avec qui j'ai été pairée, souvent, lui, m'a vraiment donné des bons inputs sur comment lire une crowd, comment lire la foule. Ça, c'est très important, surtout dans un mariage, dans des bars aussi, évidemment. Mais c'est ça qui me manquait. Moi, j'étais tellement focusée à faire des mix parfaits. La technique. J'étais vraiment très axée sur la technique, mais à un moment donné, il me dit, Audrey, lève les yeux, là, regarde ce qui se passe devant toi. Les gens, là, ça leur dérange pas tant que ça si le mix est parfait ou pas, mais est-ce que la sélection musicale va être intéressante? Est-ce que la soirée, tu arrives à garder ton crowd sur la piste de danse toute la soirée? Est-ce que ça va être dynamique? Donc, j'ai vraiment appris plus sur le terrain aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui démarque un DJ à un autre? La façon dont il est capable de se retourner? Moi, je pense que oui, 100%. J'ai connu énormément de DJ qui sont là pour « c'est mon show, je fais mon show, écoutez ma musique ». Je veux dire, si tu es booké, par exemple, je donne un nom comme ça, au New City Gas, c'est ton nom sur la tête d'affiche, les gens vont venir te voir pour que tu joues ta musique. Mais dans un contexte club, resto-bar, festival, festival, c'est un peu différent, ça dépend des festivals, mais mariage, corporatif, là, tu n'as pas le choix d'être à l'écoute de tes clients, de ta crowd, pour que la soirée se déroule bien finalement. Donc, je trouve ça très important. C'est pas tout le monde, on dirait, qui ont cette affinité-là, cette facilité ou cette aisance à
justement lire la crowd, voir qu'est-ce qui se passe. Mhm. En fait, le DJ est là pour partager sa musique au public. Donc, si le Tout à public fait. n'est pas là pour réagir à sa musique, c'est comme s'il y avait une déconnexion qui se faisait. Et donc, Mhm. on a juste un côté des deux parties qui est réalisé finalement. Exactement. Puis c'est aussi la ligne qui est toujours mince, qui peut être difficile pour certains de être le people pleaser, dans le fond. Tu sais, vraiment essayer de plaire à tout le monde. Mais en tant que DJ, c'est important aussi de mettre sa couleur, mettre ses saveurs dans ses mix, des remixes ou essayer de faire découvrir des choses aux gens aussi. Mais sans non plus trop traverser la ligne de écoutez-moi, mon set est original, puis là, il n'y a personne qui connaît aucune des chansons non plus. Donc là, on peut perdre la crowd aussi à ce moment-là. Donc, je pense que la meilleure école, c'est les mariages pour ça. Ah oui, absolument. Les parties privées aussi, j'ai appris énormément, mais ouais, mariage, soirée privée, là, ça nous aide, ça nous forge beaucoup en tant que DJ. À cette période-là, tu avais quel âge à peu près? 18-19 ans, quand j'ai OK. commencé, là, c'est vraiment aussitôt que j'ai eu la majorité, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé. Puis c'est là que tu t'es dit, OK, peut-être que ça pourrait être un plan de carrière? Ou est-ce que c'est plus tard que c'est arrivé? C'était une possibilité, en fait. Moi, dans ma vie, ça a toujours été le chant. Je me voyais comme être une chanteuse et tout ça. Mais là, plus j'avançais un petit peu dans l'industrie de la musique, on dirait que je me suis comme un peu découragée. Quand j'étais au cégep, dans ma cohorte, il y avait d'excellentes chanteurs qui sont en ce moment... ils roulent leur boss, elles ont des belles carrières au Québec et tout ça, et à l'international. Donc, on dirait que je me suis un peu découragée, mais que dans le DJing, j'ai appris à redécouvrir une autre facette de la musique. Donc, c'est un petit peu plus après l'université, je te dirais, que j'ai vraiment considéré le DJing comme une carrière vraiment à long terme. Puis là, donc, tu as fait un bac en musique à McGill. Exactement. Puis après, tu es partie aux États-Unis. Parle-nous un petit peu de cette période-là. Ouais, donc c'est un gros changement. J'ai étudié, c'est ça, j'ai étudié la musique longtemps, c'est ça qu'on peut dire. Mais par la suite, aussitôt que j'ai gradué de McGill, je me disais, tu sais, what's next? Quelle est la prochaine étape? C'est quoi qu'est-ce qui vient après? Parce que là, on dirait que je faisais beaucoup de mariages à cette époque-là. Je roulais énormément. Je commençais à avoir des contrats à Québec, dans des clubs là-bas et tout ça. Mais j'avais l'impression que mon répertoire, c'était très répétitif. C'était toujours la même chose, du top 40. On dirait que j'innovais plus. Puis là, l'aspect de la composition commençait à me parler de plus en plus. Je me suis dit, hey, j'aimerais vraiment comme approfondir mes connaissances. À cette époque-là, je travaillais déjà avec Ableton. Je faisais beaucoup de production, des remixes de mes chansons, des edits. Je m'amusais énormément avec ça. Je commençais à toucher un petit peu à la production de musique électronique, mais pas plus qu'il faut. Mais je voulais approfondir là-dessus. Donc, je me suis dit, écoute, je vais chercher une école. À Montréal, il n'y avait pas énormément de programmes pour ce que moi, je voulais faire. J'ai commencé à regarder aux États-Unis. Et je suis tombée sur la fameuse école Berklee, qui est très réputée mondialement, autant pour la musique, pour des musiciens, que la composition, que film score, tu sais, la musique de film et tout ça, que le sound design, plein de choses comme ça. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, je vais essayer, je vais appliquer. Puis c'est des programmes extrêmement contingentés et extrêmement coûteux, mais je me suis dit, écoute, je vais lancer ça dans l'univers, pourquoi pas. Et à un moment donné, j'ai eu une lettre d'acceptation qui est arrivée. Je n'en revenais pas. Je me suis dit, écoute, moi, la petite fille de la campagne qui part de rien, que ma famille est aucunement dans la musique. Exact, c'est ça, je voulais te demander. J'ai aucun contact dans l'industrie. Ça a vraiment été un chemin. Je suis vraiment sortie des sentiers battus, comme on pourrait dire. Fait que c'est ça. J'ai été acceptée. Ensuite, mon aventure m'a amenée en Espagne parce que leur programme de musique électronique, de composition et tout ça, ils ont déménagé les campus des maîtrises en Espagne à Valence. Donc, j'ai dû déménager là-bas pendant 1 an. C'était une maîtrise condensée pour faire mes études, justement. Wow! Donc, les États-Unis, l'Espagne, est-ce que le retour au Québec a été difficile? Quand même, parce que, écoute, c'est ça, j'ai vécu des belles aventures là-bas. J'étais tellement bien encadrée. J'ai approfondi encore plus mes connaissances sur le DJing, mais également la production, la gestion d'un studio, tu sais, vraiment toute la technicalité qui englobe l'univers du DJing, la production de musique électronique. Donc ça, j'ai acquis beaucoup de connaissances et aussi de contacts là-bas, veux pas. Mais le retour au Québec, ouais, c'était difficile parce que, première des choses, moi, je suis assez un livre ouvert là-dessus. Je suis revenue avec une énorme dette d'études parce que des études d'une université américaine, c'est très coûteux. Tu n'avais pas de bourse? Pas du tout. Non, je n'étais pas éligible pour des bourses. Fait que je reviens au pays, un petit peu les mains vides. J'avais vendu beaucoup de choses. Je m'étais débarrassée de ma voiture. J'avais vendu plein d'affaires. Fait que là, je reviens un petit peu à zéro, à la case départ. Fait que c'était un peu difficile. Ça, c'était 2019.
Ensuite, j'ai appliqué sur le marché du travail. Je me dis, écoute, j'ai un diplôme d'une des meilleures écoles du monde, là, pratiquement. J'ai essayé d'appliquer chez Ubisoft pour faire des jeux vidéo. Dans le fond, le son pour les jeux vidéo, des effets audio ou la musique aussi. Pour des boîtes de prod de films aussi. J'ai appliqué à plein d'endroits. Mais à chaque fois, je me heurtais à des murs. C'était comme, non, pas assez d'expérience. Revenez nous voir quand vous aurez plus d'expérience. Fait que ça a toujours été la même chose. Et là, j'ai dû me réinventer temporairement parce que là, je me suis fait oublier du milieu. Ma carrière allait bien. Les contacts, en fait, au Québec sont restés au moment où tu es partie. C'est ça. Ma carrière allait bien quand je suis partie. J'avais énormément de contrats, mais là, on dirait que veux pas, j'ai disparu pendant 1 an, donc tout le monde m'a oublié. C'est un peu ça. Étonnamment, le mot s'est passé assez rapidement. Donc, à peu près vers le mois de décembre, j'ai commencé à avoir un petit peu de contrats, des soirées, des parties de Noël et tout. Le mot commençait à se repasser que j'étais revenue au pays. Donc, des bars, des clubs commençaient à me rappeler et tout ça. Mais c'était quand même mollo, c'était tranquille. Fait que j'ai dû me réinventer complètement. Je me suis trouvé un emploi dans l'automobile. J'ai travaillé comme vendeuse dans un concessionnaire Honda. Écoute, j'avais aucune idée de où est-ce que je m'en allais. Je trouvais ça très difficile. Puis après ça, est arrivée la pandémie, 2020. Fait que là, tout s'est effondré. Là, oublie ça, le milieu du spectacle, il n'y avait plus rien du tout. Fait que je me suis concentrée un petit peu dans l'automobile quelques années. Étonnamment, ça a été un parcours que je ne regrette pas du tout, mais pas du tout. Le monde me dit, mais pourquoi tu vends des chars? Là, voyons donc. Mais non, j'ai rencontré des bons mentors qui m'ont appris des principes de vente qui restent fondamentaux pour plein de choses. Je veux dire, la vente reste de la vente. Hein? Que tu sois dans un label de musique, que tu sois dans l'immobilier, que tu sois dans plein de choses, il y a quand même des principes de base qui se rejoignent dans plusieurs sphères. Donc, j'ai appris énormément. J'ai eu des très bons mentors, puis des conseils, des principes business et de vente qui me servent encore aujourd'hui à tous les jours. Tu as développé un petit peu ton côté business, business-wise, qui est là, comme on peut dire, à développer ses propres outils pour après aller s'en servir pour ta propre carrière. Donc, je trouve ça très intelligent, moi. Exactement. Puis ensuite, le parcours m'a amené aussi dans l'enseignement parce qu'à un moment donné, même les concessionnaires automobiles étaient devenus non essentiels. Bref, tout était fermé. En gros, c'est pas docteur, infirmière, policier, pompier. Je veux dire, il y avait plus grand monde qui travaillait ou télétravail pour certains aussi. Je me suis réorientée dans l'éducation. Donc là, à un moment donné, les barèmes avaient un peu baissé aussi pour devenir enseignant, mais n'empêche que j'ai quand même beaucoup de diplômes, même si je n'ai pas mon brevet d'enseignement. Écoute, les commissions scolaires m'ont accueillie à bras ouverts, fait que je me suis retrouvée avec des classes de musique à ma charge. Donc, j'ai un petit peu reconnecté avec la musique à ce moment-là. Ça m'a fait du bien parce qu'après 2 ans de pandémie, ça commençait à être difficile. En tant que DJ, je continuais un petit peu à faire du Twitch. J'ai des amis qui m'avaient orientée sur cette plateforme aussi. Mais personnellement, moi, en tant que DJ, être toute seule dans mon sous-sol ou dans mon salon, devant un écran, moi, j'ai besoin de l'énergie. C'est pour ça que je carbure tellement à faire des contrats en public, devant des gens et tout ça, parce qu'ils nous donnent de l'énergie, je leur donne de l'énergie. Donc, c'est vraiment, il y a une dynamique qui se fait, il y a une synergie littéralement. Mutuellement. Exact. Ouais. C'est vraiment impressionnant parce que le milieu artistique, c'est des up and down, c'est des montagnes russes. Un coup, ça va bien, un coup, ça peut redescendre. Puis il suffit que, comme là, une pandémie arrive, le château de cartes s'effondre. Donc, c'est de savoir se réinventer. Puis je pense que tu l'as fait merveilleusement bien. Puis tu as mis dans ton sac de la vie tes petits outils pour être là aujourd'hui. Oui. Est-ce que ton entourage était favorable à ce que tu sois une artiste à temps plein? Comment a vécu ta famille, justement? Est-ce qu'ils pensaient que tu allais reprendre la ferme? Comment ça s'est passé, tout ça? Ça, c'était difficile, par exemple. Une chose, par contre, que j'apprécie énormément de mon père, c'est que lui nous a jamais imposé, à moi ou mon frère, de reprendre la ferme. Ça a toujours été une priorité pour mes parents d'aller à l'école. L'éducation, c'est important. L'université, ils voulaient vraiment nous offrir puis nous pousser, en fait, à avoir une très bonne éducation. Ensuite, c'est sûr que la musique, ça a toujours été controversé dans ma famille, si on veut. Puis c'est très normal aussi, surtout que personne venait de ce domaine-là. C'est une industrie qu'on ne se cache pas aussi, qui est quand même remplie de défis. C'est pas toujours évident, pas toujours facile, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt.
j'ai quand même eu un petit cercle social. J'ai eu ma meilleure amie qui m'a toujours poussée contre vents et marées, littéralement, là, à suivre ma voie. Et aussi en essayant plein de choses dans la vie, que quand ça a été dans la vente, dans l'éducation et tout ça, il y a des choses, des éléments que j'ai appréciés, mais je me sentais quand même pas sur mon X. Donc, la musique, pour moi, ça a toujours été un appel. Puis le plus important, après ça, ça a été de moi, de croire en moi. Oui. C'est ça qui m'a permis de me lancer. À un moment donné, j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit, écoute, moi, je crois en ce que je fais. Je suis bonne. Je veux dire, j'ai des clients qui continuent à me rappeler. Je me suis bâti une clientèle au fil des années aussi. Donc, je pense que ça signifie quelque chose. Ça veut dire quelque chose. C'est pas pour rien. On s'entend que l'univers du spectacle est très particulier. Comment tu fais pour prendre ta place? C'est un milieu qui est majoritairement masculin. Tu dois négocier des contrats. Tu dois faire en sorte que l'on te respecte à ta juste valeur. Parle-nous un petit peu de ton expérience à travers tout ça. Oui, tout à fait. C'est un métier qui n'est pas évident pour les femmes, surtout. Il n'y a pas énormément de femmes DJ. Il y en a. Mais c'est de prendre notre place, je pense, c'est de toujours instaurer un respect. Moi, ça a été un petit peu par mon savoir, mon approche académique. On dirait que pour moi, c'est important l'éducation aussi, de me backer, tu sais, entre guillemets, je suis pas juste la belle DJ cute qui arrive sur un contrat puis qui connaît pas ses affaires. Je veux dire, j'ai étudié en sound engineering, j'ai étudié en sound design, la production, j'ai étudié énormément de choses. Ensuite, par la bande, comme on disait tout à l'heure aussi, j'ai acquis beaucoup d'outils et de savoir aussi avec le temps. Donc, aussitôt que je rencontrais des gens, il y avait comme un professionnalisme qui se dégageait de moi aussi. Mon père, détail anodin, mais il m'a toujours... C'est un agriculteur, hein, les farmers, ils ont une bonne poignée de main, très important. Donc, quand je rencontre des clients, on dirait que ça faisait toujours une grosse impression sur eux que, OK, c'est pas une petite fille... toute fragile, qui fait... elle a l'air d'avoir de la drive et savoir où est-ce qu'elle s'en va. Donc, savoir de quoi qu'on parle, avoir les connaissances sur notre métier, les outils qu'on utilise, les consoles, que ça peut être la technicalité de faire un mix. Aussitôt que les gens ils voyaient que j'avais quelque chose derrière mes pensées, derrière ma musicalité. C'est OK, elle est renseignée, elle est informée, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est d'acquérir un petit peu le respect des autres, autant des hommes que des femmes qui peuvent être aussi dans le métier. Négocier des contrats, bien, encore une fois, la vente m'a énormément aidé à faire ça. Est-ce que tu es seule aujourd'hui? Tu gères toi-même? Souvent, les gens me posent la question parce que de plus en plus, je commence à avoir des beaux contrats. J'ai des bons clients aussi. Les gens me demandent souvent, c'est qui ton booker? C'est qui ton agent, ton manager? Dis-moi, c'est quoi ton secret? Le secret, c'est dommage, mais c'est qu'il n'y a pas de secret. Honnêtement, c'est moi qui fais tout. Là. Je suis ma promotrice. C'est moi qui fais le marketing. C'est moi le booker. C'est moi l'agent. C'est moi le manager. C'est moi la comptable. C'est moi. Chef d'entreprise. Je fais tous les départements. C'est moi, le RH. Je fais tout de ce qui est pour mon entreprise. Tout ce qui est possible de faire. Mais c'est comment dire, en tant qu'artiste, c'est toujours de se placer devant. C'est beau d'être un artiste et de connaître ce que tu fais, d'être bon dans ce que tu fais, mais tu peux pas rester chez toi à attendre que le téléphone sonne et te dire « Ah, ben j'ai des diplômes, je suis la meilleure dans ce que je fais des bons mix, je parais bien, puis ben le téléphone va sonner, voilà. » Non. Moi, souvent, j'ai des soirées de congé, par exemple. C'est rare, mais ça peut arriver. Des jeudis, des vendredis soirs, par exemple, que je me dis « Ah, c'est plus relax, ben je vais aller voir un petit peu, des fois... encourager des collègues DJ aussi, mais des fois, juste te faire voir dans un milieu, d'aller serrer des mains, rencontrer des propriétaires de salles de spectacle, de restaurants, de bars, de juste faire voir ton visage aussi. C'est ça qui va aider énormément. En tout cas, que moi, ça m'a aidé. Mon mentor DJ que j'ai eu, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects, il m'a dit « Audrey, tu peux pas juste arriver avec une clé USB dans un club puis dire « Hey, salut, moi, je suis DJ, écoutez mon mix. » Ou avec un CV, par exemple. Il dit « Ça marchera pas, là, ça va être dans la poubelle 5 minutes après que tu vas avoir quitté les lieux. » Donc, j'ai dit « OK, mais comment je peux faire pour rentrer dans des places? » Surtout en tant que jeune DJ, début vingtaine, c'est un peu difficile de se placer dans le métier. C'est toujours d'avoir l'approche de rentrer par la porte d'en arrière. Donc, il dit « Écoute, t'aimes cette place-là, t'aimes ce club-là, vas-y, va prendre un verre, va jaser avec les gens, jase avec le staff, pas juste avec le DJ, pas juste avec le propriétaire. Fais-toi connaître des bouncers, fais-toi connaître des barman, des barmaids, du staff, des boss boys, parle à tout le monde.
mets ton visage dans la place, vas-y. Puis c'est ça qui m'a tellement aidée à un moment donné. Les gens me voyaient tellement souvent à un endroit, ils disaient « Ah, Audrey, c'est vrai, t'es DJ, toi, hein? Hey, by the way, le gars, la semaine prochaine, il a callé off ou il s'en va en voyage, il peut pas, puis on a eu de la misère à trouver quelqu'un. Ça te tente-tu de rentrer? » C'est comme ça que j'ai placé mon nom. C'est de juste semer la graine, faire germer un projet, une idée dans la tête de quelqu'un. Je vais dans des soirées maintenant de réseautage, des fois, puis les gens sont comme « Mais pourquoi tu vas là? » Tu sais, la chambre des commerces, tu dis hey, « C'est tous des vieux bonhommes, puis des gens d'affaires, d'immobilier, ou peu importe. » Mais si je vais juste à des soirées... Tu sais, j'étais allée au Gala de la Disque l'année passée. C'était le fun. Là. J'ai rencontré du beau monde, des bons artistes de renom et tout. C'était vraiment le fun de rencontrer des idoles que, pour moi, j'ai écoutées depuis l'enfance. Mais n'empêche que c'est pas toujours ces gens-là qui vont t'engager en tant que DJ pour faire des contrats. Peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, moi, Rock Voisine, Isabelle Boulay, les gens de ce monde vont dire « Ah, on a besoin d'un DJ pour faire un remix d'une chanson. » Ils vont peut-être penser à moi ou pas. Mais dans des soirées comme les chambres des commerces, des soirées gala, réseautage, des fundraising, tu sais, des soirées événements charité, de ville, exactement. des événements de ville, c'est là qu'il y a des gens qui disent « Hey, je me marie l'été prochain, j'ai besoin d'un DJ. Hey, nous autres, on fait notre party annuel, là, c'est le 20e anniversaire de la compagnie, on aurait besoin d'un DJ. » Fait que c'est de se placer aux bons endroits. Moi, c'est ça qui a été la clé, honnêtement, de mon succès, si on peut dire. Ouais. Est-ce que tu choisis tes contrats maintenant? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire et ce que tu ne veux plus faire? Oui, 100%. J'ai développé aussi une marque forte pour compléter avec ce qu'on disait un peu plus tôt. Moi, je suis pas la DJ. Honnêtement, c'est pas quelque chose... Je suis pas fermée à avoir un agent ou un manager plus tard, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qu'on ait la même vision et qui m'apporte quelque chose de plus. Moi, ce que je trouve difficile dans un monde masculin aussi... j'ai entendu souvent la phrase de... Tu sais, moi, tu as vu aujourd'hui, là, je suis habillée professionnellement, j'ai presque de l'air de vendre des maisons ou des assurances. Tu sais, souvent, le monde, c'est comme, tu t'habilles pas comme un DJ, c'est vrai, mais écoute, c'est mon comment style. s'habille un DJ? Premièrement, c'est pourquoi ça. on devrait définir Pourquoi ça? définir ça? Puis en tant qu'une fille aussi, je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu, puis c'est correct si ces femmes-là qui font ça sont à l'aise là-dedans. Je supporte ça à 100%. Mais l'hypersexualisation. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent, ben là, tu devrais montrer plus ton décolleté, tu devrais mettre des jupes plus courtes, tu devrais ci, tu devrais ça. Je veux dire, je m'entraîne, je suis une personne en forme, je suis fière de la personne que je suis, mais j'ai pas ce besoin d'exposer mon corps tout le temps. Je veux dire, moi, c'est pas mon brand, c'est pas comme ça que je suis. Mais c'est ça, je trouve, de créer une marque forte et d'instaurer un respect chez tes clients. Je m'éloigne un petit peu de ta question, excuse-moi. Non, c'est parfait, Mais je trouve que c'est important d'en parler aussi de ces choses-là. Ouais. Donc là, toi, maintenant, tu es focus sur vers où tu veux t'en aller. Hein? Oui. Mais avant comme tu parles de bâtir ta marque, comment tu as justement décidé de bâtir cette marque-là? Ton nom d'artiste, est-ce que c'est arrivé il y a peu de temps? Comment s'est passée cette fondation-là? Oui. En fait, je pense que ça vient un peu de la personne aussi qu'on est à la base. Moi, je viens comme je disais, un petit peu d'une famille vraiment maraîchère, du milieu de la terre. Donc, tu sais, on dirait que mes racines, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Donc, mes parents, ça a toujours été le respect, les valeurs, très important. Donc, j'ai un petit peu transposé ça dans ma carrière aussi. Donc, mon brand, pour moi, c'est d'être classé, d'être bien habillé, de ne pas avoir l'air... que si j'allais magasiner chez Walmart un mardi matin là, avec des jeans troués, puis je veux dire, c'est correct là, pour ça aussi, mais moi, je trouve qu'il y a un respect de la scène qui est important. Quand je suis en mode spectacle, je suis en mode spectacle. Quand je suis en mode la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Mais mon nom d'artiste, c'est une très bonne question. Ça, en fait, c'est il y a plusieurs années, au début de ma carrière, je revenais d'une soirée, puis j'ai eu un gros accident perte totale. Puis c'était sur de la glace noire. Oh, okay. Donc, pendant que j'ai fait des tonneaux, que j'étais à l'envers, puis que mon auto était dans tous ses états et que moi, je n'ai pas eu une égratignure. Après ça, les enquêteurs sont arrivés, la police est arrivée, les ambulances, puis personne comprenait qu'est-ce qui s'est passé là parce qu'ils sont comme, ben voyons donc, t'es en vie, là. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? C'était un petit mystère ou c'est un miracle là, de la vie. Puis on dirait que ça m'a tellement accroché, cet événement-là. Le Black Ice a resté longtemps. Puis au début, c'était DJ Black Ice, mais ensuite, le Lady est arrivé plus tard, surtout quand je suis rentrée à l'université puis à Berkeley, parce que là, les gens me disent, OK, t'es pas juste DJ, là, t'es productrice, t'es chanteuse. Fait que c'est pour ça que le Lady Black Ice est devenu un petit peu plus important comme nom d'artiste pour dire que ben, je suis pas seulement DJ, je suis assez versatile comme artiste. Il y a plusieurs possibilités, je peux faire plusieurs choses. Ah, quelle belle histoire. Ouais. C'est la synchronicité de la vie, des fois, qui nous amène comme ça. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Exact.
Là, j'ai une question qui me brûle. Comment tu concilies ta vie personnelle avec ta carrière? Est-ce que tu arrives à avoir une vie personnelle? Ouais, c'est toujours un défi. Puis ça revient un peu avec ce que tu me disais tantôt. Est-ce que je choisis plus mes contrats? J'ai ce luxe-là maintenant. Je me considère très choyée de pouvoir le faire. Je choisis mes contrats. J'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi, pour passer du temps avec la famille, avec des amis. Mais c'est pas toujours évident, je te cacherai pas, parce que moi, je suis un oiseau de nuit et les gens souvent sont sur l'autre horaire de jour. Mais j'arrive à faire la part des choses. J'oriente aussi ma carrière. Je vise un peu plus le milieu corporatif maintenant que les restos-bars que je faisais auparavant plus. Milieu corporatif, c'est le fun. Des fois, ça peut être les lundis, mardis, en semaine, des mercredis, jeudis, en semaine, des 2 jours. Des fois, je vais dans le Charlevoix, je vais à Niagara, peu importe. Fait que c'est le fun. Je vois du pays un peu aussi. Mais j'opte beaucoup plus vers ça que de faire des clubs jusqu'à 3 heures du matin, mettons. Puis, quand on parle de vie personnelle, on parle de conjoint, vie amoureuse. Comment est accepté, en fait, ton mode de vie? Je ne sais pas si tu es accompagnée dans la vie aujourd'hui, mais ou par le passé. Ouais. Comment c'est accepté? Ben, en fait, pas pour le moment. En ce moment, j'ai personne dans ma vie, mais par le passé, c'est toujours un défi. Puis pour les hommes aussi, je pense qu'il y a beaucoup qui sont soit intimidés par le mode de vie, qui savent que c'est un milieu très masculin. Donc, je suis souvent entourée par des hommes, que ce soit des équipes techniques, que ce soit des équipes de production sur des spectacles et tout ça, des festivals. C'est pas toujours évident, mais moi, je perds pas espoir. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens aussi qui arrivent à comprendre la dynamique du milieu du spectacle aussi. Mais je suis une personne très... ce qui est difficile, c'est justement, j'en parlais avec une très bonne amie ce matin, il y a le stéréotype de DJ. Fait que moi, les gens voient ma vie, voient mes stories, voient ce que je mets sur les réseaux, puis ils me voient un peu comme la party girl, tu sais. Ils disent, elle doit prendre des verres à gauche, à droite, puis écoute, voir plein de monde, mais écoute, je suis tellement tranquille. Moi, à 3 heures du matin, je suis bien à jeun, je bois pas ou vraiment très peu sur mes contrats. C'est pas quelque chose que je prône. Il y a des DJ qu'eux autres, ils vont vraiment aller à 100 000 à l'heure dans le party lifestyle de ça. Mais moi, j'ai eu un déclic à un moment donné, à la mi-vingtaine, que si je voulais faire ça professionnellement, puis pendant longtemps, faut que je fasse des choix. À un moment donné, avec ma docteure aussi, là, on avait des petits meetings là-dessus. Elle me dit, Audrey, d'un côté, tu as de la fatigue, de l'autre côté, il y a l'alcool. À un moment donné, fais des choix, là, décide. Puis des fois, ça paraît, là, surtout plus on avance aussi dans la vie avec l'âge. Des fois, juste un verre, 2 verres, le lendemain, on n'est pas t'es dans un peu plus fatigué, t'es un petit peu plus slow, c'est un peu plus lent. Donc, c'est de faire des choix de vie. Très important. Moi, je prône énormément avoir un choix de vie sain et actif. Mais les gens, souvent, ne voient pas cette facette-là. Ils ne voient pas tout ce qui se cache derrière le DJing. Moi, à 3 heures du matin, je suis fatiguée, j'ai chaud, j'ai juste le goût de prendre une douche, je roule mes fils. Je parle pas à 20 000 personnes. Là. Je veux dire, moi, je suis un petit peu antisociale. Aussitôt que j'ai fini le spectacle, ce que j'avais à faire, je rentre à la maison. Exactement. Fait que je suis assez disciplinée là-dessus, mais les gens ne perçoivent pas ça. Je te rejoins un peu là-dessus parce que moi, je pense que c'est ça le secret de la longévité dans ce milieu-là. C'est un mode de vie sain. C'est savoir exactement ce dont on a besoin pour être on stage de la bonne façon. Exact. Et je pense que les plus grands artistes sont comme toi. On boit pas, on fume pas, on mange bien, on fait du sport. Et je pense que c'est ça qui fait peur dans ce milieu parce qu'on a vu tout le côté un petit peu, entre guillemets, de débauche, si je peux dire ce mot-là. Mais c'est pas juste ça. Il y en a d'autres qui le font d'une magnifique façon, comme la tienne et comme d'autres grands artistes. Donc, je te rejoins 100% là-dessus. Une dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, je me vois plus sur la scène internationale. Là, je commence beaucoup à toucher au local, provincial, national de plus en plus. Mais je commence à ouvrir des portes aussi pour m'établir plus en Europe, plus aux États-Unis aussi. Donc, je travaille là-dessus. Ça serait l'objectif d'ici 5 ans. Je sais pas si je peux en parler là. Vas-y. Mais en tout cas, tu en as beaucoup parlé sur tes réseaux sociaux. Tu as fait un album. Exact, qui sort à la fin avril. Exact. Alors là, c'est un mélange. Ça, c'est toi, l'artiste, la chanteuse, la compositrice. Oui, j'ai tout fait. T'as tout fait. Tu t'autoproduis? Exactement. Sauf le mixing et mastering, ça, j'ai délégué ça à un bon ami avec qui j'ai étudié, justement, qui est spécialisé là-dedans. Mais tout ce qui est la composition des chansons, les arrangements, les paroles, le vocal. Donc, c'est vraiment moi qui ai produit cet album de A à Z.
Et est-ce que c'est, quand tu te vois dans une carrière internationale, est-ce que c'est à travers le chant, à travers le DJing ou un mélange des deux? Un mélange des deux. Moi, je pense que ça va être ça ma force. J'essaie d'établir une stratégie de la bonne manière pour amener les deux facettes de mon art ensemble. Ouais. Donc, c'est de créer ta propre identité, en fait, une artiste complète. Tout à fait. Merci beaucoup, Audrey, pour ce succulent moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Partout, donc Instagram, Facebook, TikTok, Lady Black Ice DJ. Donc, voilà. Merci bien. Je te souhaite beaucoup de succès à venir. Un gros merci. Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!